Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 162. J'étais en train de chercher pour vérifier au moment où je parlais, c'est bien le numéro 162. Moi, c'est Plaque, je suis avec Thiago avec son maillot d'Eli Manning et ses manches de 12 mètres de long. Comment vas-tu, mon cher Thiago? Ça va très bien, super content d'être là. Très triste encore une fois pour notre ami Eli Manning qui a été snobé une nouvelle fois à l'entrée du Hall of Fame. Mm. Euh, Bien entendu, Drew Brees y rentre et c'est bien normal. Et on espère que ce sera pour l'année prochaine, même s'il y a Ben Roethlisberger et que je pense qu'ils vont aussi snobber Eli Manning pour Roethlisberger l'année suivante, ce qui est terrible. Il n'y a pas de limite, tu peux revenir autant de fois que tu veux sur ce truc-là. Enfin, revenir. Ouais, bien sûr, mais c'est juste qu'en fait, il y a un peu plus de prestige à rentrer dans le Hall of Fame dès ta première année d'éligibilité ou très peu de temps après, parce que parfois, t'as des joueurs et des coachs qui attendent genre 20 à 30 ans avant de pouvoir y rentrer. Ouais, bien sûr. Bon, on verra comment ça se passe. Et on a avec nous un invité aujourd'hui, enfin un invité. Vous le connaissez en réalité, puisqu'il s'agit de Illy qui a mis son maillot de Marcus Golden. Comment vas-tu, Illy? Ça va très bien. Et oui, magnifique maillot de Cam Skatebo, plutôt. Non, c'est Skatebo, mais c'est Ouais. un peu plus underground quand même. Si tu avais dit, ouais, j'ai le maillot de Marcus Golden. Tu sais, moi, ça me fait pareil quand je vais au Parc des Princes et qu'il y a des mecs qui ont des maillots de joueurs du PSG, mais improbables. J'adore ça. Donc, le maillot Marcus Golden, il est quand même assez cool. Fabrice Pancrate, Talalel Voilà, Karkoudi, exactement. Quand t'as un mec avec un maillot de Pancrate ou Fiores, tu dis, putain, ça, c'est du vrai, là. c'est très beau. Non, ça reste Cam. Et je rejoins complètement ce que disait Thiergo sur Eli. Et après, quand on voit, par exemple, que Bill Belichick n'a pas été pris au premier tour, enfin, sur sa première nomination, Ouais, Bill est-ce que... Belichick, c'est un tricheur. C'est pour ça. C'est vrai que Bill Belichick, c'est quand même assez ouf quand tu vois les stats et ce qu'il a fait. Ah Tu te dis, ouais. waouh, enfin, ça va être dur de Alors, trouver un coach qui a fait mieux que lui quand même. Et bon, bref. même si Bon, tu lui enlèves ces 2 années de triche, bon, ouais, de voilà. toute façon, mec, il y a des trucs quand même bizarres à la NFL. Quand tu vois que Shedeur Sanders, il fait le Pro Bowl, tu te dis, waouh, c'est Oh bon. non, mais ça, Moi, je n'en ne crois parlons plus même rien. pas. Scandale! N'en Scandale! parlons pas. C'est honteux, mec, c'est même pas un scandale. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Comme quoi, le Pro Bowl, c'est vraiment une vaste blague. D'ailleurs, j'en parlais un petit peu, mais j'ai discuté avec 2-3 personnes sur X et personne n'a regardé ce truc, mec. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère aller voir du flag de l'équipe de banlieue d'à côté de chez moi que de regarder ce truc, quoi. Ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est inutile. C'est limite Ouais. malaisant, presque, tu vois. Il va falloir qu'il revoie la formule parce que c'était marrant. Enfin, je trouvais ça marrant quand c'était un vrai match. Mais même ça, tu t'en Non, mais, lasseras. il y a 20 ans, mec, le Pro Bowl, il y avait un vrai match. Là, c'était un match de foot US. Les mecs jouaient, quoi. Et je comprends qu'ils n'ont pas envie de se blesser, tout ça. Mais à ce moment-là, arrête, joue pas un match. Enfin, fais pas ça. Ou faut trouver une autre formule. T'as raison. Mais bon. Bah, qu'il fasse Bref, juste des ce n'est pas le sujet nominations du pro jour. bowler. Toi, t'es à un niveau pro bowler, voilà, t'es nominé pour cette année, et puis on n'en parle plus, c'est tout. Ok, mais et même la sélection des joueurs du Pro Bowl, enfin, ça va pas. Même la sélection des joueurs, ça va pas. Il y en a qui sont complètement pertinents. La majorité, je pense, on comprend, mais il y en a certains, ils arrivent là-dedans. Tu te dis, mais d'où il vient ce mec-là, quoi. Enfin bref. Peu importe, on s'en fout un peu. Aujourd'hui, le sujet, c'est de faire un bilan de l'attaque des Giants. On fera ensuite un bilan de la défense, mais on fait ça un peu tous les ans à chaque fois. On s'amuse à regarder un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels ont été les joueurs. Là, on va vraiment y aller. L'épisode précédent, on avait déjà un petit peu parlé de ça, mais là, on va plutôt y aller dans le détail en regardant un petit peu tous les joueurs. Alors, certains joueurs, évidemment, de manière plus importante que d'autres. Vous l'imaginez bien. Et on va commencer sans plus attendre, mon cher Thiergo, si tu le veux bien, par la O-line. Alors, je rappelle juste les joueurs, et puis ensuite, une fois que j'aurai rappelé les joueurs sur la gauche, je te laisserai donner ton avis, puis peut-être aller un peu plus dans le détail sur certains joueurs. Donc, les joueurs qu'on avait en O-line cette année, avec une O-line quand même qui a été globalement améliorée par rapport à l'année d'avant. Andrew Thomas, Marcus Beau, le rookie, James Hudson, Jermaine Elumunor, Evan Neal. Ça, c'est pour les tackles. John Runyan, Greg Van Roten, Aaron Stinney pour les gardes et John Michael Schmitz et Austin Schlottmann pour les centres. Je disais globalement, je crois qu'il n'y aura pas de surprise à dire que cette O-line a été bien meilleure que tout ce qu'on a connu. Ça a été une des raisons pour lesquelles l'attaque a bien tourné cette année. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, mon cher Thiago, de cette O-line avec ce head coach qui, malheureusement, on l'a appris aujourd'hui, a été définitivement remplacé? Pas head coach, pardon, ce coach O-line, pardon. Ah ouais, je me disais, merde, j'ai loupé un truc. John Harbaugh. Allez, John Harbaugh, t'as pas retenu Bricilo, tu dégages. Non, je veux Je suis juste parti trop rappeler vite. quand même qu'on est connecté là très tard le soir pour que Thiago puisse se lever comme une petite fleur et boire son petit café, alors que nous, voilà, on est complètement flingués, donc c'est difficile.
Il est 7h45 un dimanche matin. Vous vous rendez compte de ce qui me fait 7h45, mec, je suis levé depuis 2 heures, moi, avec ma fille. Tu rigoles ou quoi? Ben ouais, faut pas faire des enfants, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, allez, un peu de sérieux. Cette O-line qui, en effet, je pense qu'on était déjà un peu satisfait la saison précédente, mais c'est vraiment la première saison où on se dit: «Waouh, on a une O-line dominante» et ça s'est vu dans tellement d'aspects du jeu. On avait un jeu, de course qui était excellent. On avait, des quarterbacks qui avaient du temps pour lancer. On n'avait pas vu ça depuis l'époque de David Deal, Chris Snee, Kareem McKenzie. Là, je vous parle de 2010-2011. Enfin, ça faisait vraiment pratiquement plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu un truc comme ça. Et avant qu'on rentre dans le détail de chaque joueur, c'est pour ça qu'on est un peu tous déçus de voir Brice Hilo partir et inquiets de voir ce qui va se passer pour la saison suivante. C'est parce qu'on a passé tellement de saisons de merde à voir des quarterbacks qui ne pouvaient pas passer, des running backs qui n'allaient nulle part, qui se faisaient plaquer avant la ligne d'engagement, qu'on se dit, mais faut pas casser ça. On a du talent, mais il faut aussi un très bon coaching pour faire en sorte que tous ces joueurs-là puissent être efficaces parce que il y a forcément des blessés et on a encore eu des blessés sur cette saison. Mais là, ce qui a fait la différence, c'est qu'on avait les backups qui étaient capables de se mettre au niveau des titulaires assez rapidement et ça, c'était très nouveau pour nous. Ouais, c'était quasiment invisible. Quand John Michael Schmitz a été blessé et qu'il a été remplacé au poste de centre, on n'a pas vraiment vu de différence. Alors, je ne sais pas si c'est négatif pour lui ou positif pour la O-line en général, mais ça arrivait plusieurs fois qu'il y a eu des remplacements. Quand Marcus Beau a dû jouer, l'attaque a continué à tourner et ça, c'était plutôt beau. Ili, ton avis sur cette O-line, toi, qu'est-ce que tu as senti cette année? Est-ce que tu es assez d'accord, j'imagine, pour dire que globalement, c'était quand même vachement mieux que ce qu'on a connu les années précédentes? Clairement, un net progrès à ce niveau-là. Ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans le nombre de points qu'on a marqués sur les matchs. Parce que si on se souvient bien, des années précédentes, on avait une O-line qui était mais catastrophique. On finissait les matchs au maximum avec 15 points marqués, 15 ou 20 points. Là, cette année, on a fait des matchs à plus de 30 points ou plus de 25 assez régulièrement. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un peu... alors, il y a le coaching staff et je vais un peu tirer sur l'ambulance Daniel Jones, mais la O-line est meilleure quand tu as aussi un quarterback qui sait se déplacer et sait lire un peu sa poche. Cette année, pour moi, on avait un quarterback avec Dart qui était bien meilleur à ce niveau-là. Et on peut le prendre un petit peu sur les premiers matchs. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand c'était encore notre ami Russell Wilson. Qui prenait sac sur sac et on se disait merde, on est reparti pour une année catastrophique en O-line. Et le passage à Dart a complètement changé cette dynamique-là. Ouais. Donc, ouais, grosse progression de la O-line, des joueurs, du coaching staff, mais aussi un meilleur QB derrière qui le permet. Ouais, d'ailleurs, une petite note sur ça, sur les sacs, pour mettre les choses en perspective. Les quarterbacks les plus saqués à égalité la saison dernière sont Cam Ward et Geno Smith avec 55 sacs. Et Jackson Dart, qui, bon, certes, n'a pas joué tous les matchs, se fait saquer que 35 fois. Donc, on n'est pas dans les meilleurs, mais comme tu le dis, il y a une nette amélioration. Oui, mais il est aussi capable de sentir la pression et le nombre de fois, on l'a vu s'échapper à droite à gauche. Ça marche pas tout le temps, mais quand même, il est assez bon sur ça. Il est vif et il est capable de casser des sacs et d'éviter des sacs. Donc ça, c'est vrai que c'est... Et encore, il est rookie, parce qu'il y a sûrement des moments où il a mal lu, où il s'est fait saquer bêtement. Mais quand il a pu faire quelque chose pour s'échapper, il l'a toujours fait et ça, c'était plutôt positif. On a une O-line quand même qui a été très bonne. Alors, on a eu un jeu de course qui a été vraiment dans les meilleurs de la ligue cette année. On a beaucoup couru aussi. C'est aussi pour ça qu'on a gagné beaucoup de yards. Ça faisait partie du plan de jeu à chaque fois de cette attaque. Donc ça, c'était quand même positif. Mais malgré tout, sur la passe aussi, ça a tenu. Donc c'était dans les deux secteurs où globalement, ça s'était quand même amélioré par rapport à l'année précédente. Si on va dans les détails des joueurs maintenant un petit peu, ce sera sans surprise que Thiergo a récupéré pour nous quelques notes PFF. Le meilleur joueur des Giants est Andrew Thomas, donc c'est le pilier vraiment et on sent la différence quand il est sur le terrain. Ça, pour le coup, c'est indéniable, même si on l'a dit, quand Marcus Beau a joué, ça a continué à tourner, mais Andrew Thomas, ce poste de tackle gauche, vous le savez, qui est
le poste le plus important sur la O-line, puisque c'est le quarterback, surtout quand il est droitier, va avoir un petit peu cet angle mort sur la gauche. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ce joueur et ça fait partie des joueurs les mieux payés de la ligue, hein, les tackles en général, tackle gauche. Donc, voilà, il est extrêmement précieux. Malheureusement, il a été encore blessé. Il n'a pas fini la saison. Des choses à dire sur ce joueur, à part que ça a été une bonne trouvaille du précédent GM. Tu veux qui commence Oui, pardon, je regardais Thiergo. Oui, vas-y Thiergo, je te laisse commencer. C'est le désavantage de c'est évident. C'est clair. Et, quelque chose à ajouter sur Andrew Thomas, c'est qu'il n'a aucune pénalité sur toute la saison. Donc certes, il a Attends, c'est une vraie stat, ça ? Il a 0 pénalité. Il a 0 pénalité. Il est excellent, mais il n'a aucune pénalité. Donc c'est à l'inverse de Jermaine Eluemunor, dont on parlera, qui a 12 pénalités, qui est le deuxième OL le plus flagué de la Ligue cette année. Et dans la Ligue, hein, pas chez les Giants. Donc ouais, encore une fois, des blessures, mais je pense que la plus grosse différence cette année, c'est que maintenant, et on parlera de Marcus Beau après, c'est que si Andrew Thomas ne peut pas jouer, on a un remplaçant qui est capable d'être correct, mais on est clairement bien meilleur quand Thomas est sur le terrain. C'est une des pièces maîtresses de cette attaque, et on espère qu'il va enfin pouvoir faire des saisons complètes avec nous, parce que je ne suis pas sûr qu'il en ait fait une seule depuis qu'il a commencé à jouer pour les Giants. Bah, si un jour on va en playoff, ce serait bien quand même qu'il soit là. Il sur ce joueur, un mot à dire, qui est vraiment au-delà des piliers de notre line, c'est un des piliers de cette équipe en réalité. Bah, c'est simple, il serait jamais blessé, ça serait un des 10 meilleurs joueurs de la NFL sans problème, pour moi. Il serait élu, là, cette année, on avait le nouveau trophée Protector of the Year. Pour moi, ça serait lui. Même si Joe Thuney est incroyable et super fort, mais Andrew Thomas, qui joue toute l'année, est au-dessus. Il serait dans les discussions, en tout cas, je pense. Moi, peut-être je suis chauvin parce que c'est un Giants, mais pour moi, tu le mets un ou deux, c'est clair. Et je suis un peu étonné de ta stat, Thiergo, sur Eluemunor, parce qu'on a quand même un James Hudson the Third qui est capable de prendre 6 flags en... Ouais, mais la différence, c'est que James Hudson a fait que... Voilà, James Hudson, il a fait 2 matchs, et puis après, on ne l'a plus jamais revu. Tandis mais il a fait 2 matchs ou il a fait un drive ? Non, il a fait le premier match contre je ne sais plus qui. Après, on a eu le match contre les Cowboys. Où là, il a fait 4 pénalités sur un drive. Premier drive. Première fois depuis les années 2000 que ça arrivait à un joueur de NFL. Et là, Double a dit c'est bon, tu dégages, et on l'a plus revu de la saison. Donc Eluemunor, en fait, ça ne veut pas forcément dire que Eluemunor est mauvais, mais Eluemunor, vu qu'il a fait plus de snaps, forcément, il y a plus de chances qu'il fasse des pénalités. Bien sûr. Et d'avoir d'avoir Mbo, justement, qui est capable pour revenir sur Andrew Thomas, de le remplacer. Et en plus, je crois que Mbo est aussi capable de jouer à d'autres postes. Hein. Il me semble qu'on l'a fait jouer en garde, ou on l'a fait jouer à droite. Ouais, il avait joué à droite, et ça faisait partie de toute façon des critères de sélection de Joe Schoen, c'est que les mecs soient capables de tourner. À peu près tous nos joueurs sont capables de jouer à plusieurs postes. Tu as souvent ce combo garde-centre, ça, tu en as toujours qui sont capables de faire les deux, c'est indispensable, même si effectivement snapper un ballon, c'est pas pareil que de jouer garde. Et Eluemunor, avant qu'il arrive chez nous, il était capable d'aller à droite, à gauche, donc c'était aussi quelque chose qui était intéressant chez lui. Sur James Hudson, vous en avez parlé, mais ça fait partie pour moi des signatures catastrophiques de cette intersaison. On en a déjà évoqué, Thiergo, mais on se demande toujours pourquoi on a signé ce mec aussi cher. C'est combien, 6 millions ou 12 millions et 6 millions par an sur 2 ans? C'était 12 millions sur 2 ans, dont 6 millions garantis. Donc en effet, ça ne m'étonnerait pas, on en parlera dans un autre podcast, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit coupé cette intersaison. Qu'est-ce que tu vas faire à payer un gars comme ça qui va juste chauffer ton banc, quoi. C'est inutile. Et je pense que Arbo va faire le ménage là-dedans, dans ces joueurs qu'on paye
même si enfin, c'est pas des fortunes, mais c'est quand même trop cher pour ce qu'ils apportent. À mon avis, il y en a quelques-uns qui vont dégager. Ouais. Vous aimez pas le football? Bah, c'est pas grave, vous allez aller jouer au football ailleurs. Ouais, d'ailleurs, quand il dit ça pendant l'interview, je sais pas si vous avez vu, mais il regarde Joe Shane et il l'interpelle en disant Hein, Joe, on va faire ça, hein, du genre, t'aurais peut-être dû le faire avant et avec moi, ça va pas passer ces trucs-là. Donc, on sait très bien quel joueur il pensait. Et je pense que des James Hudson étaient dans le tas, mais il n'y a pas que lui. Et bon, ça, à mon avis, ça va bouger et il va y avoir du mouvement cette intersaison. Et je suis pressé de voir ce qui va se passer. Mais on voit déjà, de toute façon, dans l'embauche des coachs qu'il met sa patte assez largement. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses sur Illuminor? Parce que vous avez parlé de lui rapidement, on a parlé de James Hudson, on a parlé des tackles. Est-ce qu'il y a un autre tackle qui vous vient en tête là, où vous avez envie de dire quelque chose d'important? Evan Neal. Evan Neal, quand même, on a peut-être pas évoqué Evan Neal. Mais j'ai oublié Evan Neal. Il a joué cette saison? Non, on l'a pas visible. Ah oui, je sais même pas s'il a un snap, s'il a peut-être quand même un snap dans un match. Non, je suis même pas sûr, parce qu'en fait, sache que quand j'ai fait mes notes, je regardais justement, moi, le nombre de snaps des offensive line m'intéressait, et je crois que Evan Neal, alors qu'il n'a pas été blessé, si à un moment il a été blessé à l'entraînement, donc il a été mis sur Injured Reserve, ce qui est quand même assez exceptionnel, mais j'ai sérieusement complètement oublié Evan Neal, qui, rappelons-le, était un choix de premier tour, le deuxième choix de Joe Shane, sa première année, drafté 2 picks après Kevin Thibodeau. En 6e ou 7e position. Et Evan Neal n'a absolument rien fait. Attends, je suis en train de regarder les snaps. Non, mais il n'a pas joué. De toute façon, voilà, il ne sera plus là l'an prochain. C'est évident. Et ça fait partie là aussi des mauvais choix de Joe Shane. Malheureusement, je pense que d'autres l'auraient drafté aussi au premier tour et c'était difficile de se douter qu'il allait. Enfin, les avis étaient assez unanimes sur lui et voilà, c'est une cata, mais on ne pouvait pas l'imaginer. Peut-être qu'il a mal été entouré au début de sa carrière. Pour vous donner une idée à quel point il est invisible, et c'est pour ça que j'ai oublié, là je suis donc sur la page 2025 des Giants sur Pro Football Reference, qui a plein de stats, la page des snap count. J'ai fait un CTRL F Neal, puis Evan, 0 résultat. Il n'apparaît pas sur la feuille de match au niveau des snaps. Ouais, non, mais il n'a pas joué. Moi, je pense qu'il n'a pas joué. Et à mon avis, le coup de il est blessé, machin, c'est un moyen de se sauver un peu, voilà, pour dire il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il ne joue pas. Mais je pense que, à mon avis, il n'a pas forcément de grosses blessures derrière. Juste quand même sur Illuminor, je dis une bêtise en disant qu'il est anglais ou il vient des UK quelque part, non? Il est européen à la base. Ouais. Il est anglais, ouais, tout à fait. Il est anglais. Ça, c'est cool quand même d'avoir un joueur comme ça. Et surtout, il parle souvent avec la fanbase. Il est toujours là. Il a l'air vraiment cool, super positif tout le temps. Il est capable de jouer à gauche, à droite. C'est le genre ça, pour le coup, c'est le genre de joueur que tu as envie de garder. Et tu n'as pas envie de changer ton tackle droit quand tu as un mec comme lui, même malgré les fautes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais quand même, globalement, je trouve que c'est une des grosses satisfactions de la saison. Il faut le re-signer. Il faut absolument le re-signer. On décale un tout petit peu à l'intérieur de la O-line. Donc, on a dit John Runyan, Greg Van Roten et Aaron Stinney. Runyan et Van Roten, ça a été plutôt très OK, je trouve, cette année. Je commence par toi, Eli. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce duo de garde qui a été peu blessé? Van Roten, si je ne dis pas de bêtises, on l'a fait revenir un peu en dernière seconde au début de l'année, il me semble. On l'avait un peu laissé partir, puis on s'est dit, ah merde, en fait, on n'a personne. Peut-être qu'il faut qu'on signe quelqu'un. Et il a vraiment été bon. Les deux, j'ai trouvé bien. John Runyan, il doit être peut-être dans sa dernière saison. Je sais. Est-ce qu'on ne pourrait pas upgrader quand même un John Runyan? Je ne sais pas. Mais les deux, ça marchait quand même, non, Eli? Surtout qu'il n'est pas très vieux. Hein. Runyan, c'est 28 ans. Donc, pour un joueur de ligne, c'est encore tout à fait OK. Et en fait, moi, il y a un truc très simple, c'est que j'ai pas grand-chose à dire sur eux. Et c'est plutôt. Mec, j'allais dire ça. J'allais dire exactement ça. C'est. Quand tu as des mecs de ligne, surtout les gardes ou ton centre, et que tu n'as pas grand-chose à dire sur eux, c'est que, franchement, ils sont OK, ils ont fait le taf. Ouais. Donc, on dit souvent ça du long snapper aussi. Si on n'a rien à dire sur lui, c'est que ça se passe bien. Ouais, non, mais... non, mais là, tu as raison, c'est vrai, c'est qu'on les voit pas, en fait. Et les saisons d'avant, c'était des trous béants avec des Will Hernandez et tout ça, qui après ont réussi à devenir pas trop mauvais, d'ailleurs, finalement. Mais on les voyait, ces mecs-là, où ça passait comme dans du beurre, et là, ça n'a pas été le cas.
Thiago, tu as quelque chose à nous dire sur ces mecs-là qui ont quand même beaucoup joué? Je vois dans les stats, 95% des snaps offensifs sur John Runyan. Enfin voilà, c'est le genre de stats que tu aimes bien voir sur un de tes joueurs titulaires. Exactement, plus de 1000 snaps pour John Runyan. Greg Van Roten, qui lui, c'est l'inverse de Runyan, est quand même plus vieux parce qu'il a 36 ans. Il a fait 100% des snaps et c'est le seul joueur des Giants, donc défense, special teams et attaque confondue, qui fait tous les snaps. C'est pas des gars qui ont été excellents, mais ils n'ont pas été mauvais non plus. C'est-à-dire qu'ils ont concédé des pressions, ils ont fait des pénalités, mais ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf et c'était ce qu'on demandait d'eux. Je suis aussi d'accord avec vous que Greg Van Roten, il a fait le job, mais ce serait pas mal d'upgrader un peu à ce poste-là pour avoir quelqu'un de plus jeune qui reste sur la durée. Tu as mentionné Aaron Stinney, mais pour être honnête, Aaron Stinney, moi, j'ai rien noté sur lui parce que j'avais pas grand-chose mais il à a dire. dû rentrer quelques snaps pour remplacer les fameux 5% ou ce genre de choses-là, donc il a dû quasiment pas jouer. Tu vois, moi, je serais plus presque d'avis à garder Van Roten. Je me sens plus en sécurité avec un Van Roten qu'avec un John Runyan, en vrai, mais les deux, quand Mais même, au moins préparer la succession de bien Roten sûr, parce que ça c'est voilà. indispensable. De toute façon, tu vas à un moment donné drafter un mec au 4e tour en espérant qu'il donne quelque chose parce que tu vois, c'est un peu ce qui se passe avec Beau. Il est arrivé au moment où on a trouvé que c'était le bon moment pour le drafter, la bonne valeur en face. Donc ça, c'est ce genre de joueur-là qu'il faut qu'on arrive à récupérer. Je trouve que c'est plus facile de drafter des gardes tard que des tackles tard aussi. Donc c'est plus facile à remplacer, à mon avis, un garde qu'un tackle. Bon, on n'aura pas des all-pro de toute façon à tous les postes. Donc, avoir des mecs qui font le taf et on dit ils sont OK, pour moi, c'est suffisant. Et globalement, la cohérence de la ligne a été bien meilleure. Les fameux stunts où les joueurs de la défense vont se croiser, etc. On a vu que là, il y avait plus de cohérence et de compréhension du jeu, en fait. Et ça, c'était aussi dû au coaching. Donc, bon, c'est voilà. Une des conclusions pour moi sur cette line, c'est j'espère que le coaching sera au niveau l'an prochain parce que ça a été très important cette année. Et on rappellera que 2025 était juste parce qu'on a parlé d'Evan Neal tout à l'heure qui n'a pas joué, mais 2025 était la saison où Evan Neal était censé passer au poste de garde, qui, comme tu l'as dit, est censé être a priori plus facile que tackle. Et même cette marche-là, il n'est pas capable de la grimper. Donc, malheureusement, c'était pas suffisant. Dernier poste, on va. Justement, vas-y. Juste pour finir là-dessus. Pour vous, qu'est-ce qu'on en fait de Neal? Parce que là, je crois qu'il rentre dans sa dernière année de. Tu dégages. Tu fais rien. Dégage. Qu'est-ce que tu veux en faire? Personne va trade quoi que ce soit, tu le dégages, tu le libères du cap. On a essayé de le trader d'ailleurs, personne n'en voulait. Ouais. Donc, je sais plus s'il est du coup. Est-ce qu'on peut pas le cut sur sa dernière année? Parce que là, je pense qu'au niveau en dead money, on perd pas trop. Ce serait plus intéressant d'avoir une autre personne dans l'effectif, dans les 55. C'est clair, il faut le cut et il faut prendre quelqu'un d'autre, évidemment. Ouais. Tu gardes pas. Non, à la fin de l'année. Tu n'as même pas besoin de le cut. Là, son contrat expire fin 2025. Donc, voilà. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Merci, au revoir. Ok, voilà. Écoute, au moins, non, mais la décision est facile à prendre. Et peut-être qu'il arrivera à faire une carrière quelque part en tant que garde potable. Mais là, franchement, ce qu'il a montré, c'est quand même. Voilà, c'est assez catastrophique pour lui, malheureusement. Et on avait des grands espoirs. Et, en tout cas, ça a été un pic très haut pour nous qui a vraiment rien donné. Et ça, c'est assez dommageable. Maintenant, il nous reste les deux centres, donc principalement John Michael Schmitz et Austin Schottman. Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire sur eux. John Michael Schmitz, j'ai trouvé qu'il est quand même monté en puissance quand même globalement dans la saison. Mais bon, il y en a beaucoup qui annoncent que les Giants pourraient faire un move pour aller chercher le centre des Ravens. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, vous avez un avis, Ili, tu as quelque chose à ajouter sur ces centres? Est-ce que toi, tu irais chercher un upgrade à ce poste-là ou est-ce que tu penses que John Michael Schmitz, ça fait le taf? Alors, Schmitz, pour moi, ça fait le taf parce qu'il y a eu vraiment une progression cette année. Ouais. C'était un mec, quand on l'a pris à la draft, j'avais beaucoup d'attentes et c'était un peu catastrophique ces premières années. Là, cette année, pour moi, c'est sa vraie première année où on l'a senti bien solide. Aller chercher un autre centre, oui, pourquoi pas, mais aller chercher celui des Ravens qu'on paierait une fortune alors que je crois qu'il a 36 ou... T'es sûr? Il est pas tout jeune. Hein. Il a plus de 30 ans pour moi. Ok. Et il sera avec un contrat bien... Attends, si tu parles de Tyler Linderbaum, il a 26 ans.
Ah bah voilà, oui, bah, je Attends. me disais bien qu'il était pas si vieux que ça. Il a 26 ans, mais j'ai entendu dire que c'était pas si excellent que ça. Et je suis d'accord avec Lily sur le fait qu'on va. Alors, de toute Ouais. façon, tu surpayes toujours en free agency, mais là, en fait, on va vraiment payer très très cher pour quelqu'un qui ne sera pas forcélement meilleur qu'un John Bah, c'est Michael ça. Schmitz. C'est surtout L'upgrade ça. la différence serait trop faible, je pense. Et j'ai entendu des supporters des Ravens qui disaient qu'en fait, il était. Enfin, il y a une hype autour de ce joueur qui est pas vraiment justifiée. Et je suis pas sûr que ce soit bien meilleur que ce qu'on est avec John Michael Schmitz. Donc, bon, on verra. Mais Je après, pense pas que ce soit là qu'il fallait mettre de l'argent, en fait, non, mais Harbaugh, sur il cette va connaître ses off-season. joueurs. Il aura envie de faire venir quelques joueurs à lui, comme ils l'ont fait au début, Joe Shane avec les joueurs des Bills, où ils allaient prendre la moitié de l'équipe de joueurs qu'ils aimaient bien. Donc, c'est possible qu'il se passe la même chose. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, à ce poste-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et quand Austin Schottman est rentré et qu'il a remplacé Joel Michael Schmitz, là aussi, ça a tenu le coup. Donc, c'est pas forcément un poste sur lequel j'irai faire quoi que ce soit non plus. Ouais. Je suis assez Schmitz, d'accord. juste pour vous donner, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a clairement progressé par rapport aux saisons précédentes. Il a concédé que 14 pressions et un sac, sachant que Andrew Thomas en a concédé 13 et un sac. Bon, il a quelques pénalités, mais c'est que 4, c'est pas grand-chose. Il termine la saison sur injured reserve parce qu'il s'était blessé contre les Vikings, mais depuis qu'on l'a drafté en 2023, il est clairement monté en puissance. Mm. Et pour ce qui est de Schlottmann, c'est la 9e meilleure note PFF des Giants, 70,8. En effet, on n'a pas vu une grosse différence entre les deux joueurs et c'est ce dont on a besoin. Donc, si on peut garder les deux, tu vois, avoir Schlottmann dans la rotation avec un Schmitz qui, pour moi, pourrait rester titulaire, même Ouais. si ça pourrait être mieux, ça m'ira très bien. Si on veut prendre quelqu'un d'autre, il faut être sûr que l'upgrade est là, quoi. Faut pas aller surpayer Ouais. un mec pour obtenir un joueur de qualité équivalente, ce serait vraiment dommage. Je vais changer le filet de notre émission, Thiergo, puisqu'on parlait d'O-line et ceux qui sont souvent aux côtés de la O-line, eh bien, c'est les tight ends, donc je vais passer aux tight ends comme ça, on fera les skills players derrière. Donc nos tight ends, Daniel Bellinger, Theo Johnson, Chris Manhertz. D'ailleurs, si on parle d'O-line, Chris Manhertz, c'est presque un O-line, hein, finalement, parce que c'est pas avec ses réceptions qu'il va faire quoi que ce soit. Donc, Daniel Bellinger, Theo Johnson, c'est vraiment Theo Johnson, le vrai tight end catcher. Après, on a un peu un entre-deux avec Daniel Bellinger et on a un vrai bloqueur avec Chris Manhertz. Qu'est-ce que tu penses, Thiergo, de ce trio de tight end et est-ce que tu as des choses à dire sur l'un ou l'autre? On a Theo Johnson quand même on attendait beaucoup. Il a fait finalement une saison pas trop mauvaise. Moi, j'ai regretté le nombre de drops qu'il nous a fait qui était assez important, mais je sais que Jackson Dart l'aime bien. Ouais, alors ça c'est clair. Il y a une connexion Dart-Theo Johnson qui est assez évidente et c'est bien. On avait un jeu qui se reposait un peu plus sur les tight ends, ce qui est une bonne chose aussi. Donc quand tu regardes les stats de Theo Johnson, 45 réceptions sur 74 passes envoyées dans sa direction, 528 yards, 5 TD. Pas exceptionnel, mais on va dire que c'est correct. On va dire qu'une Ouais. bonne saison de tight end, c'est aux alentours généralement de 700, 800 yards. Mais par contre, ce qui nous tue, c'est 6,8% de drop, deuxième pire note des Giants. Et il nous a souvent droppé des passes extrêmement faciles à des moments clés de match sur une troisième tentative ou des trucs comme ça où tu te dis, mais tu peux pas nous faire un truc comme ça. Et c'est aussi un tight end qui bloque extrêmement bien. Et quelque chose que, alors je te pique un peu tes notes, mais je crois que tu l'as dit, c'est quelque chose que tu as aussi noté, c'est que on a un Daniel Bellinger qui est extrêmement complet, mais qu'on n'utilise pas assez. Ouais. Donc c'est peut-être ça ce qu'il faudrait qu'il change en 2026. Parce qu'il continue à avoir les mains sûres, même si, bon, à un moment donné, dans la saison, je me souviens d'un TD un peu droppé, mais Daniel Bellinger, globalement, il est capable d'aller faire des catchs dans le trafic bien plus assuré qu'un Theo Johnson, et c'est ça que j'aime bien avec lui, et je pense qu'il aurait dû être impliqué. Il y a certains choix sur le coaching offensif de cette équipe que je remettais un peu en cause, moi, cette année, notamment sur cette implication de Bellinger dans le jeu de passe, et voilà, il était trop utilisé en tant que bloqueur. Chris Manhertz, on n'a pas grand-chose à dire pour le coup dessus, parce qu'il a vraiment été archi-bloqueur. Ili, est-ce que toi, tu as un avis sur principalement Bellinger et Theo Johnson? Qu'est-ce que tu as retenu de cette saison de ces deux joueurs? Bah, vous avez un peu déjà tout dit, mais moi je me souviens, au début de saison, on avait un peu cette conversation où moi, Bellinger, pour moi, si on le coupait, ça ne m'aurait pas dérangé et qu'on prenne quelqu'un d'autre à la place. Et ben, je m'en excuse, je reviens totalement là-dessus.
Aujourd'hui, Bellinger, pour moi, a fait une meilleure saison que Theo Johnson. Alors oui, parce que Theo Johnson, on va surtout retenir ses drops. Mais pour un tight end qu'on a choisi aussi haut, avec lesquels on avait autant d'attentes, il a régressé. Pour moi, cette année, il a régressé. Et j'ai un petit truc à rajouter. On avait une petite hype en début de saison, enfin en pré-saison, je me souviens, sur les entraînements, avec le tight end qu'on est allé chercher à je sais plus quel tour de draft, enfin Thomas Fidon. Ah oui, Fidonné, c'est marrant, j'avais oublié presque. Ouais. Et qui avait fait 2-3 catchs intéressants en entraînement, en match de pré-saison aussi, ça a été pas mal. Et en saison régulière. Mais il a été blessé toute la saison, non? Il a été blessé toute la saison? Il a été blessé une grosse partie de la saison, ça c'est sûr. La moitié de la saison, ouais. Mais il me semble qu'on l'avoir vu en bord de terrain sur les derniers matchs. Mais lui, pour le coup, il sera encore là. Hein. Moi, je pense que c'est un prospect sur lequel il faut continuer de compter. C'est un mec qui fait partie des meilleurs tight ends quand il est arrivé en universitaire et qui s'est blessé des blessures assez graves. Je ne sais plus ce qu'il avait eu, mais c'est pas les ligaments croisés des 2 genoux, enfin un truc assez violent. Et malgré tout, tu as raison, ce qu'on avait vu en pré-saison, c'était un catch radius assez important parce qu'il avait des bras gigantesques et qu'il est vraiment grand. Donc en termes de physique, et je pense qu'il pourrait apporter quelque chose et il sera toujours là l'an prochain, donc à lui de montrer qu'il est capable de rentrer dans le roster. Mais typiquement, quand on voit ce que alors ce ne sera pas le même coordinateur offensif qu'à l'époque, mais les Ravens, pendant longtemps, ça a été course et passe sur les tight ends. Donc je pense que si on reste dans cette philosophie-là et qu'on continue, et la course, à mon avis, sera un de nos atouts forts, et j'espère qu'on va miser là-dessus avec notre O-line, avec nos running backs et un trio qui était très intéressant cette année, on en parlera juste après, mais si on continue là-dessus, c'est possible que les tight ends aient un rôle encore plus important l'année prochaine avec ce que John Harbaugh et son coordinateur offensif vont mettre en place. Et avec Matt Nagy aussi, on en parlera plus tard, mais on verra ce que ça peut donner. Moi, j'étais quand même globalement satisfait de ces joueurs. Voilà, Theo Johnson, c'est toujours la déception de voir un mec aussi monstrueux. Presque, parfois, j'ai l'impression qu'il a un peu peur du contact. Ça, c'est un peu bizarre, mais c'est une sensation que j'ai il y a des drops de peur de contact potentiellement qui peuvent arriver. Alors que c'est un des mecs les plus gros sur le terrain et que je pense qu'il a rien à envier à un linebacker en termes de physique. Donc, bon, on verra bien, mais moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Elie, c'est que pour moi, il a quand même un petit peu monté en niveau cette année, mais pas assez, et il aurait dû faire mieux. Donc, bon. Peut-être que je retiens trop le négatif. Ouais, peut-être. C'est ce qui m'a vraiment marqué sur cette fin de saison, mais... j'ai l'impression que nos tight ends, depuis l'époque Evan Engram, qui nous a fait perdre des matchs. Je me souviens de certains catchs, le fameux catch contre les Eagles où il loupe un catch à 2 minutes de la fin qui était une conversion gratuite et finalement on perd le match. Bon voilà, c'est vrai qu'on est un peu hanté par ces tight ends qui dropent des ballons et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tight end vraiment de ultra top niveau. C'est pas improbable que John Harbaugh change ça et décide à un moment donné de mettre vraiment de l'argent sur un tight end de top classe, quoi. Donc on verra bien. Je crois qu'il aime bien ce poste-là, et puis Matt Nagy avec des mecs comme Travis Kelce a fait pas mal de belles choses avec les tight ends, donc on peut espérer quelque chose pour l'année prochaine. C'est ultra important. Quand tu as un tight end, mec de classe, de top classe NFL, ça te change tout. Ça peut être quasi aussi productif qu'un receveur. Hein, donc, c'est clair. C'est censé être le meilleur ami d'un quarterback en difficulté normalement. Donc, on a vu que Theo Johnson quand même a été vraiment très, très utilisé et beaucoup visé par Jackson Dart cette saison. On va passer sur les running backs. Alors, running back, il y avait pas mal de discussions au début de saison. Qui on garde pas. Est-ce que voilà. Donc, globalement, ça a été assez vite finalement dans les choix. Ça avait été Devin Singletary, Tyron Tracy, Cam Skatebo. On a eu, moi, je trouve, une belle alternance qui avait pour le coup là. Je trouve que les plans de jeu étaient bien faits et que ça alternait pas mal entre les trois. Et ça, c'était cool parce qu'on a connu pendant longtemps un seul running back et ça tournait pas du tout pendant les saisons précédentes. Donc là, c'est cool d'avoir vraiment cette alternance. Avec Cam Skatebo qui a été l'homme qui rentrait dans les poteaux électriques avec les équipements de son frère. On se rappelle de cette fameuse anecdote. Et le maillot sur les épaules d'Ili. Donc, il a été vraiment incroyable sur ce qu'il a pu jouer. Il a eu des super notes. Il a, d'après ce que tu as trouvé, Thiago, une note PFF de 80,5 qui est la deuxième meilleure note pour les joueurs des Giants. Donc, c'est quand même assez remarquable. Tyron Tracy qui, pour la deuxième saison, fait plus de milliards à la fois à la passe et à la course. Et il est capable de jouer un peu tout. Et Devin Singletary,
qui avait eu des problèmes de fumble l'année dernière, qui n'a pas été le cas cette année. Et quand il a joué, j'ai trouvé aussi vraiment très intéressant. Donc là, on a un trio de running back que moi, j'adore. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ili. Est-ce que tu es de cet avis-là ou pas sur ces running backs? Ah bah, là, je pense qu'on a un des rosters de running back les plus intéressants de la ligue, largement, et de la NFC Est, ça c'est sûr. Et juste pour faire un petit point sur Tyrone Tracy, parce qu'on a eu Scatebo forcément qui a un peu tout explosé, qui est arrivé sur le devant de la scène et qui a fait des folies, mais Tyrone Tracy qui était relégué au rôle de second rang quand Scatebo jouait, mais fait quand même une saison avec 740 yards à la course, en ayant fait la moitié des portées qu'il a fait l'année dernière. Donc si on rapporte ça à une saison complète comme il l'a fait l'année dernière, il aurait fait de nouveau 1600 ou plus de 1500 yards, ce qui prouve aussi la régularité et le potentiel de ce mec-là. Donc, je suis Scatebo qui défonce tout. Donc forcément, l'année prochaine, les défenses vont un petit peu essayer de s'adapter à ça. Mais derrière, tu leur proposes un Tyrone Tracy qui, lui, va pouvoir jouer un peu plus sur des petits shifts, des petites courses un petit peu fuyantes. Tu peux retourner toutes les défenses de la ligue. Et ça, tu peux avoir un jeu de course ultra imaginatif. Tu peux imaginer aussi d'avoir Tyrone Tracy aligné en receveur intérieur, aligné d'abord en running back, il fait une motion, il part en receveur. Tu peux avoir les deux en même temps derrière le quarterback. Enfin, tu peux imaginer plein de choses et ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Ça me rappelle l'époque Brandon Jacobs et Ahmad Bradshaw. Hein. C'est clairement ces deux-là. Thiago, il avait envie de le dire, je suis sûr. J'y pensais exactement. Ouais. Non, mais... Vas-y, ton avis, Thiago, sur ces joueurs. On est tous quand même plutôt enthousiastes. Cette complémentarité dont tu parles, Lily, c'est exactement la clé. Hein. Et donc, je pensais à ce trio Earth, Wind and Fire, qui était Brandon Jacobs, Ahmad Bradshaw qui avait le 44 aussi, et Derek Ward. Si je devais faire un comparatif, pour moi, la puissance, enfin Jacobs, l'équivalent, ce serait Singletary. Ahmad Bradshaw, c'est Cam Scatebo, même si Cam Scatebo est beaucoup plus impactant, mais tu sais, c'est le petit gars qui a plus de puissance qu'il n'en a l'air. Et puis Derek Ward, c'est le scat back, c'est le back avec de bonnes mains, qui a aussi une bonne vision. Et là, c'est notre Tyrone Tracy. Et c'est en plus d'une ligne offensive qui bloque beaucoup mieux, avoir justement des joueurs qui ont des skill sets qui ne sont pas exactement identiques, ça fonctionne super bien. Moi, la seule déception que j'ai, c'est cette terrible blessure de Cam Scatebo, où là, vraiment, son pied était dans un... Et d'ailleurs, je ne sais plus quel joueur des Giants en parlait dans un podcast, il disait que quand Scatebo s'est blessé au match retour contre les Eagles, il y a un des joueurs qui était debout à côté de lui et qui voyait son pied, et t'as Scatebo qui disait « Aide-moi à me relever, vas-y, je vais me mettre debout, ça va aller. » Et le gars, il fait « Non, mais en fait, Cam, là, ton pied... Et l'autre, il fait « Non, mais c'est bon, allez, vas-y, on y va. » Et tu dis « Ah, là, mais c'est... » Donc, j'espère qu'on va retrouver Scatebo comme on l'a laissé. Parce que c'est quand même un gars qui a réussi à avoir le respect des joueurs des Eagles. Hein. Pour rappel, ils avaient affronté les Eagles 2 semaines avant. On les avait battus. Scatebo avait fait 98 yards. Il avait défoncé, je ne sais plus quel linebacker des Eagles, qui était un pro bowler. Et les Eagles ont dit non, mais en fait, le rookie là, il est sérieux, il faut qu'on s'en méfie. Et ça, j'ai trouvé absolument génial. Mais j'avais pas noté ce point sur Tyrone Tracy qui, au final, fait pratiquement autant que la saison précédente avec moins de portée. Donc, en fait, il fait 176 portées, alors que l'année dernière, il en avait fait à peu près autant. Mais il fait la moitié, un peu plus de la moitié de ce qu'il a fait l'année dernière, quoi. Cette blessure, elle a été assez catastrophique pour le joueur, oui, mais aussi pour l'équipe en général. J'ai l'impression que c'est à partir de cette blessure-là que tout est un peu parti en couille dans notre saison. On sortait de l'euphorie d'avoir battu les Eagles avec ce truc de cette victoire, avec nos 2 rookies qui nous ont portés, c'était génial, on avait éclaté les Eagles, c'était top et tout. Et puis là, cette blessure, elle a vraiment un peu cassé cette dynamique qu'on avait.
Voilà, ça a été très difficile de s'en remettre. Autant Malik Nabers, bon, sa blessure est évidemment extrêmement importante, mais on arrivait quand même à... Psychologiquement, l'impact était un peu moindre, je trouvais, alors que là, cette blessure, voilà, c'était vraiment le cœur de cette équipe. Et bon, il a continué d'être là, dès qu'il a pu, il est revenu sur le bord de touche, etc. Mais on a senti quand même que c'était pas la même chose après qu'il ait été blessé. Heureusement, Tyrone Tracy, en tout cas en termes de yards et d'impact, a été vraiment très bon sur le reste de la saison et il a fait le job et c'était super. Et d'ailleurs, je crois que pendant beaucoup de matchs, on n'a eu que 2 running backs sur la feuille de match et on n'avait pas de troisième forcément. On se demandait d'ailleurs, on dit s'il y en a un qui se blesse, là ça va être chaud derrière, mais finalement ça a tenu et ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, voilà, ces 3 running backs, moi je trouve que c'est top si on arrive à les reconduire l'an prochain et que Skatebo continue. Parce que Skatebo, oui, il est très puissant, mais il a aussi une bonne lecture. Enfin, moi, je suis assez étonné qu'il soit parti aussi tard que ça dans la draft finalement. Et il a des très bonnes mains, ça on a tendance à l'oublier, mais il a Ouais, aussi d'excellentes mains. les On l'a deux vu en sont universitaire. ouais, t'as raison. Bah, c'est sa taille. Hein. Je pense que c'est tout simplement parce que comme il est un peu petit, bon, il fait 1m80 quand même, mais je pense que sa taille l'a désavantagé parce que mine de rien, c'est un critère important dans la sélection des joueurs. Ouais, 1m80, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est petit, mais en fait, là, le moindre mec qu'on trouve petit à la télé, je pense que si là, il rentre dans la pièce à côté de nous, on dit c'est quoi ce monstre? Mais bon, bref. Bon, Ouais, je pense Skatebo, grâce à sa blessure, en quelque sorte, on a découvert une nouvelle facette de Skatebo sur Twitch, avec ce moment de votre taco quand vous le bouffez, c'est vous qui dominez le taco, c'est le taco qui vous domine, et tu dis mais merde, putain, c'est quoi Non, mais mec, en vrai, d'avoir des gars comme ça dans l'équipe, c'est trop bien en fait, parce que ça donne une cohésion globale d'équipe. C'est pas forcément un leader, mais c'est un mec qui donne du lien à cette équipe, et je trouve que c'est super. Mais il y a beaucoup de vétérans qui ont dit que, en fait, eux, ils étaient un peu affectés parce que par des années de défaites où en fait, ils pensent tout le temps en fait que de toute façon, ils disent, mais Jackson Dart et Cam Skatebo, les rookies, ils en avaient rien à foutre. Ils étaient là et pour eux, on s'en fout on n'était pas là les saisons précédentes, on est là pour gagner. Et je suis d'accord avec toi, ça change l'état d'esprit de l'équipe et en effet, la perte de Skatebo a affecté le moral de tout le monde, même de la défense, quoi. Moi, j'adore l'état d'esprit des joueurs draftés les 2 dernières saisons. Je trouve que ça a été vraiment des bonnes drafts et que les joueurs ont apporté tous quelque chose. Et des mecs comme Malik Nabers il y a 2 ans ou quoi, ça a été vraiment un plus. Bah justement, tiens, Malik Nabers, on va en parler. On va switcher sur les wide receivers. Ouais. Alors, je voulais juste ajouter un petit truc sur ce que tu disais, Thiago, en disant que Dart et Skatebo, ils avaient apporté quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous avez vu, justement, il y a eu les NFL Honors et Dart était invité. Ouais. Et on lui a posé une question, je me souviens plus exactement des termes de la question, mais c'était est-ce que tu aimerais bien aller jouer un Super Bowl et du coup ne pas être à cette cérémonie, etc. Et il a dit c'est pas que j'aimerais bien y aller, c'est qu'on va y aller. Je vous dis, droit dans les yeux, il a regardé la caméra, non mais on y va. Il n'y a pas de question à se poser. Bah mec, lui et Skatebo, et Malik Nabers aussi, c'est la confiance absolue en eux-mêmes et en l'équipe. Il n'y a pas de doute dans leur tête. Bah, c'est un esprit de gagnant, quoi. C'est un sportif de haut niveau, un vrai de vrai, quoi. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Et c'est très cool d'avoir un quarterback comme ça. Hein. Je pense que Harbaugh, ça lui a beaucoup plu, ce genre de truc. Ouais. Alors, wide receiver, Malik Nabers, Darius Layton, Wandale Robinson, on les a classés par ordre d'importance, là, quasiment. Isaiah Hodgins, Gunner Olszewski, Bo Collins, Lee Jordan Humphrey, Jalin Hayat. Je l'ai mis en tout dernier. Bo Collins et Humphrey avant Hayat, hein, sachant que c'est là. Donc, sachant que Bo Collins, ça a été une catastrophe. Alors, avant de parler de ces joueurs, moi, je voudrais quand même dire que là aussi, je trouve qu'il y avait des problèmes de sélection. J'avais des gros doutes dès le début par rapport à ce qu'on avait vu en pré-saison, de choisir Bo Collins plus que d'autres joueurs qui avaient été là. J'ai trouvé ça complètement taré. Que Lil Jordan Humphrey, on le laisse partir aussi vite alors qu'on avait besoin de receveurs. Il y a eu des choix qui, pour moi, ont été très bizarres. Et Bo Collins, en pré-saison, il a été incapable de courir un tracé. Il y a eu 2 interceptions à cause de lui. Et il s'est passé la même chose en saison régulière. Il ne savait pas ce qu'il devait faire sur le terrain. Il s'est passé ça. Lee Jordan Humphrey, comme je l'ai dit, j'ai trouvé dommage parce qu'il a été un des acteurs majeurs quand on a battu les Eagles au premier match et il avait fait des catchs importants et j'ai trouvé que c'était intéressant et je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas gardé. Alors que Jalin Hayat, on s'est obstiné à continuer à le faire jouer alors que le mec était une tanche et qu'il n'est pas capable de courir un tracé correctement. Et ce n'est pas un problème intrinsèque, c'est un problème je pense, de connaissance et de compréhension du jeu. Il n'a jamais réussi à se mettre dans le truc alors qu'il est rapide, alors qu'il a des mains correctes, mais il n'a jamais su se mettre dedans. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à ça, mais je voulais juste en parler parce que pour moi, c'est des problèmes
de choix et peut-être plutôt côté GM là, ou GM et head coach qui ont pris pour moi des mauvaises décisions dans la saison sur quels joueurs ils devaient faire jouer et quels joueurs ils ont dû garder dans leur roster. Pour moi, ça a été problématique. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Mais... Clairement, mais ça, c'est un problème global de l'équipe qui n'a pas affecté que le poste de receveur. Et alors, je mettrais un peu d'eau dans ton vin, dans le sens où, sur le papier, quand on regardait le trio de tête, on se disait, OK, ça peut être bon parce que tu avais un Malik Nabers qui devait être en pleine santé, qui n'a pas été là, Wan'Dale Robinson qui était déjà très convaincant, et un Darius Slayton qui sortait d'une bonne saison et qui venait d'être signé. Sauf que malheureusement, Slayton est retombé dans ses travers où c'était une drop machine. 7,9% de drops, c'est la pire stat des Giants. On se rappelle notamment de drop contre les Saints. J'avais noté aussi un fumble contre les Saints juste avant la mi-temps, alors qu'on menait, qui a permis aux Saints de repasser devant. Walden Robinson, on en parlera un peu plus en détail. Et puis en fait, tout ce qu'il y a derrière, les deux seuls qui ont contribué sont Gunnar Olszewski, qui était surtout notre returner, parce qu'on n'avait plus personne derrière, et Isaiah Hodgins, qui était signé juste avant le match contre les Packers, et qui en un match, il a surpassé les stats de Jalin Hyatt. Je peux vous donner une petite idée. Sur ce match-là, il fait 10 réceptions sur 13 passes dans sa... Non, pardon. Mauvaise stat. Il a fait 5 réceptions sur 6 passes dans sa direction, 57 yards, sachant que Jalin Hyatt, en fait, lui, n'avait que 5 réceptions pour 14 passes dans sa direction et 35 yards. Match des Packers inclus. C'est ridicule. Ouais. Alors, et pour revenir aussi sur les problèmes de décision, moi j'ai trouvé, je me suis toute la saison demandé, mais pourquoi on ne fait pas plus jouer Gunnar Olszewski, alors qu'en pré-saison, il a montré des belles choses, et le peu de fois où il joue, il fait des trucs intéressants. Et puis, quand on a décidé de le faire jouer, les 2 derniers matchs de la saison, il a été bon, il a fait des catchs, et il a fait un match à 100 yards. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais il y a des trucs qui paraissaient évidents vu de loin, et bon, peut-être qu'en interne, il y a des choses qui font que tu prends la décision comme ça, ok, mais bon, pour moi, c'est Gunnar, c'est un mec qu'il faut se poser la question de le garder l'an prochain, et de le faire jouer vraiment en receveur, parce que je trouve qu'il est bon, il a des bonnes mains, et il joue bien. Il faut le garder. Mais en returner, ok, mais est-ce que tu le fais plus jouer en receveur? Pour moi, oui, tu devrais plus le faire jouer en receveur. Mais 4 ou 5, tu le fais jouer sur les snaps, mais ça me fait penser un petit peu à des Wes Welker ou exactement, Edelman dans ses débuts, etc. Les mecs qui n'étaient pas forcément faits pour jouer titulaire receveur, mais qui, à force de travail, et parce que ça, c'est un mec, dans le vestiaire, je suis sûr, tu n'entends pas parler, il est là, il est toujours en train de taffer, il est à l'entraînement, il est sérieux. Et ça te fait le taf, ça te tire quand même l'effectif vers le haut. Je suis d'accord. Moi, je l'adore. Ce joueur, je le trouve bon. Il est bon en returner, il est bon en receveur. Il a même fait une passe de touchdown sur Jameis Winston. C'est quand même pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir fait ça. Qu'est-ce qu'elle était dingue, cette action. Et du coup, il doit avoir un rating de 153, quelque chose sur ce match-là, parce qu'il a fait une seule passe et un TD pour 30 yards. Donc, bref. Il y a une passe loupée contre les Cowboys aussi en 18e semaine, mais donc en fait, il a tenté 2 passes sur la saison. Olszewski, d'ailleurs, il est free agent cette saison. Faut le signer. Il faut le signer, mais surtout dont on n'a pas encore parlé en détail, c'est Wan'Dale Robinson, qui aussi est free agent. Pour moi, il faut re-signer. Wan'Dale Robinson, pour vous donner un peu quelques stats, donc 92 réceptions sur 149 passes dans sa direction, 1014 yards, 4 TD, 2,9% de drop, meilleur stat des Giants. Il a 3 matchs à plus de 100 yards, alors qu'il n'en avait fait qu'un seul sur ses 3 premières saisons. Et cette saison, on l'a joué vraiment beaucoup plus souvent en tant que wide-out plutôt que dans le slot. Il faisait 31% de ses snaps en tant que wide-out, alors qu'il n'était qu'à 21% l'année précédente. Non, mais il a été très bon, et pour moi, c'est clair qu'on ne peut pas laisser... Enfin, si on le laisse partir, c'est un gros souci, parce que derrière, c'est vraiment le vide considérable. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher avec notre pick de draft un receveur? Ok, pourquoi pas, mais même dans tous les cas, pour moi, il faut plutôt laisser partir Darius Slayton, ou Darius Slayton, tu lui donnes un contrat vraiment minimal, mais quoi qu'un non, je suis con, tu peux pas, parce qu'il a un gros contrat. Il vient d'être signé. À part un trade, tu n'as rien d'autre.
Après, il est pas mauvais, Darius Slayton, mais il a ce problème de drop, malheureusement. Bon, en tout cas, Walden Robinson, c'est vraiment grosse montée en puissance. Il avait eu des problèmes de drop au tout début, et cette année, tu le dis, c'est la meilleure 2,9% de drop, donc ça a été top. Et il a l'air d'avoir aussi une très bonne alchimie avec Jackson Dart, qui l'a adoré et qui a fait tout pour qu'il dépasse les milliards. Il avait fait exprès de lui lancer des balles à la fin pour qu'il dépasse ces fameux milliards. Donc, ouais, c'est vraiment un super joueur. Darius Slayton, bah voilà, on l'a dit, c'est beaucoup de drop. Il fait combien de yards au final sur la saison, Darius Slayton? 538. Bon, c'est pas si mauvais, mais dire que ça, c'est un wide receiver 1 pendant plusieurs saisons, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même sa deuxième pire saison de carrière parce que sa pire saison, c'était 339 yards et 10,3% de drop. Généralement, les autres saisons, il est au-dessus de 600 yards, Slayton, mais Ouais. cette saison 2025, elle était à oublier pour lui parce que Ouais. elle est à oublier. Il y a eu des problèmes mais c'est dans la tête tout ça, hein, mais malheureusement, une fois que tu l'as dans la tête, la balle elle arrive et c'est difficile de te dire. Tu penses qu'à une chose, c'est je veux pas dropper, et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu drops comme un con. Surtout qu'un Slayton, c'est l'inverse d'un Hayat. Hayat, alors je dis pas qu'Hayat ne veut pas bien faire, mais Hayat, il est juste mauvais et tu sens qu'il se donne pas à fond. Tandis qu'un Slayton, c'est un leader offensif, Ouais. c'est un vétéran, il a envie de bosser et je pense qu'exactement comme tu dis, c'est un problème mental où il a envie de bien faire et il se plante quand même. Ouais. Je sens qu'il est juste dommage. maladroit en fait parfois. Ouais. Il fait tout bien, mais c'est juste que à la fin, c'est de la maladresse, c'est de la concentration qui tient pas jusqu'à la fin du catch. Il finit pas son mouvement. D'ailleurs, il a eu un TD refusé pour faux départ d'un online sur un tracé fade sur une passe de Jackson Dart, et un autre TD refusé pareil sur une passe longue aussi. Ça, c'était contre les Eagles, la première, je crois, où il met dans le vent le corner des Eagles. Et sur la deuxième, c'est lui qui fait la faute en poussant un peu le DB, et alors qu'il allait marquer encore pour un TD longue distance. Bon, voilà, malheureusement, ça s'est pas passé. On n'a pas parlé de Malik Nabers, donc Malik Nabers qui sortait d'une saison rookie incroyable à plus de milliards, etc. Record, je sais plus combien, 100 et quelques réceptions, enfin un truc de fou. Il avait été très intéressant en début de saison. Il nous fait des catchs de malade contre les Cowboys. On le sentait parti encore pour une saison de taré. Et dès le premier match de Jackson Dart, malheureusement, il se blesse sur cette balle. Je crois que c'est un free play en plus où on lance la balle en l'air et il essaie de la rattraper. Il se blesse et il se fait les ligaments croisés. Bon, c'est dur hein, contre les Chargers. On gagne le match quand même, mais on a presque tendance à oublier qu'on a joué toute la saison sans notre wide receiver 1, quoi, presque. Je sais pas, Ili, toi, qu'est-ce que tu retiens? La saison a été quasiment invisible pour lui, mais voilà, c'est quand même. Elle est blanche hein, parce que il fait sur le fameux match face aux Cowboys, il fait un touchdown ou 2 touchdowns, je me souviens plus. 2 touchdowns, je crois. 2 touchdowns, il en fin de match et il en met un pendant le match, ouais. Ouais. Donc, c'est 75% de ses stats, c'est ce match. Ouais. Ce qu'on peut espérer, c'est que voilà, maintenant qu'on a Dart et qu'on connaît déjà le potentiel de Nabers, on peut qu'espérer des folies pour l'année prochaine. C'est dommage cette année, et moi, ma plus grande crainte, c'est vraiment en fait, qu'il n'arrive pas à remonter à son niveau du fait de sa blessure, parce qu'on sait que ce genre de blessure-là, on revient pas, c'est toujours compliqué. Donc, moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Et je voulais juste rajouter un petit truc avant de revenir sur Nabers, sur Wandale. Est-ce que ça serait pas intéressant de le taguer, sachant que on peut le faire vu ça que peut coûter cher. Ah ouais, ça serait. Bah attends, je suis en train de. J'y avais pas pensé, mais je vais te donner les projections. Les prix des tags sont en fonction du poste, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, 28,8 millions de dollars pour un wide receiver. C'est par an. Ouais, ça serait sur un an. Pour l'année. Non, c'est beaucoup trop cher. Et garanti. C'est trop cher. Wandale Robinson, j'adore Wandale Robinson, mais par contre, je ne le pas. C'est trop. Ça, je pense qu'un tag, c'est vraiment pour un wide receiver 1 type Jamar Chase, mais pas pour un Mike Nabers. Tu peux lui mettre un tag à ce prix-là, pourquoi pas, mais pas Wandale Robinson. Il est très bon, mais ça vaut pas ça. J'ai une question. Saquon Barkley à la place de Daniel Jones. Ouais, le fameux, on va en reparler. D'ailleurs, Barkley, cette année, il n'a pas fait grand-chose. Oui. Juste, si j'extrapole un tout petit peu, je vais un tout petit peu plus loin. Il y a beaucoup de monde qui nous voit drafter un wide receiver à la draft. Est-ce que pour avoir un vrai wide receiver 2 ou un bis, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je veux juste votre avis très, très vite. Thiergo, toi, t'en penserais quoi? Je ne suis pas contre. Je n'ai absolument pas regardé
les wide receivers. Non, mais dans la théorie, quasiment- sans regarder les détails du joueur, mais dans la théorie, aller choper un mec avec notre 5e pick, Je suis pas contre, je dirais même que je suis plutôt pour euh, parce que en fait, même si tu gardes un Wan'Dale Robinson, il va falloir remplacer Darius Slayton pour mettre un vrai numéro 2 de l'autre côté de Malik Nabers. Oui, carrément. Ouais. Ili, toi, ton avis? Moi, je serais plus sur aller chercher un défenseur en backfield de premier tour, sachant qu'en receveur, on pourrait trouver un très bon numéro 2 en deuxième tour. Ouais, mais Je là, serais je pense qu'ils vont pas- chercher un vice, en fait, je pense, pour le coup. Mais Je pense qu'on peut avoir un bon numéro 2 au deuxième tour. Là, ce serait presque imiter un peu ce qu'ont fait les Bengals à ce poste-là, en allant chercher, ou les Eagles d'ailleurs, qui ont 2 très très bons receveurs titulaires. C'est vrai que bon, moi, je trouve ça cool, mais ça veut dire que tu mets pas cette force-là ailleurs. Donc bon, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne sais pas, mais ça peut être séduisant. Moi, ça pourrait me plaire. On va finir sur les quarterbacks. On est déjà loin dans l'émission. Donc les quarterbacks, Russell Wilson, Jameis Winston, Jackson Dart. Donc je vous rappelle le plan de début de saison. Certains disaient ils n'ont pas de plan. Moi je trouvais qu'il y avait toujours un plan. Ça a été d'avoir Jameis Winston en tant que backup. Il a fait ce rôle-là. Ça a été d'avoir Russell Wilson pour faire la transition avec un Jackson Dart. C'est à peu près ce qui s'est passé. Sauf que bon, on imaginait quand même que Russell Wilson allait jouer plus longtemps parce qu'il avait un niveau meilleur. On a quand même vu assez vite que Russell Wilson était quand même assez vite perdu. À part ce match contre les Cowboys, il a été quand même un peu aux fraises. Les fois où il a dû rentrer parce que Jackson Dart était dans l'attente, c'était vraiment catastrophique. Alors que Jameis Winston, il a fait 2 matchs, il a été plutôt bon, ça s'est plutôt bien passé, il a été intéressant, il a fait le show à la Jameis Winston. On a eu vraiment... Pendant plusieurs semaines, on a quand même eu une des équipes les plus fun de la Ligue. Hein. Ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Même si on perdait, il y avait des matchs de fou et ça a été quand même assez sympa à suivre. Sur Russell Wilson, rapidement, Eli, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu savais que ça allait mal se passer ou est-ce que tu as été déçu globalement? J'ai été déçu. Pour Ouais. moi, j'avais espoir. Même si ces dernières saisons, quand il est passé, que ce soit chez les Broncos ou avant, il était Steelers? Steelers, oui. C'était pas folichon, mais j'avais espoir qu'il tienne un peu la baraque plus longtemps dans la saison, parce que le plan était de toute façon de mettre Dart à un moment donné, mais je pense pas que c'était de le mettre au bout de 4-5 matchs. Attends, c'était 4e match, ouais, 4e C'est match. 4e match, ouais. 4e match, je suis d'accord. Et, je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis vraiment déçu. Et après, de toute façon, on l'a bien vu, hein, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'il est rentré de nouveau sur le terrain, il était complètement paumé. Et Jameis a fait des meilleures entrées sur le terrain C'est clair. que Wilson. Alors que Jameis était là comme mentor. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'était même un gourou. J'avais l'impression sur le bord du terrain, il était là. Il était génial. Jameis Winston, qui joue ou qui joue pas, il était génial. Dans tous les cas, il a vraiment été top. C'est vraiment le coéquipier idéal, quoi. Et il a joué son rôle à la perfection. Et je pense que l'intégration de Dart dans l'effectif, ce qui s'est passé aussi bien, Dart doit remercier Winston là-dessus. Ouais. Malgré tout, je pense qu'il peut aussi remercier Wilson. Parce que je pense que Wilson, c'est aussi un bon coéquipier. On le voit moins, il est moins expressif qu'un Winston. C'est ce qu'il a dit, ouais. Et je pense qu'il a été quand même positif. Ça a été positif d'avoir ces 2 vétérans dans l'équipe. Et je pense que les choix qui ont été faits sur les quarterbacks étaient bons. Oui, on aurait aimé que Wilson soit meilleur. Mais globalement, je pense que ça a beaucoup aidé Jackson Dart dans sa progression cette année, à mon avis. Ton avis, Thiergo, sur Russell Wilson, et peut-être que tu peux après switcher sur Dart si tu as envie. Ouais, non, Wilson, je serais très court parce que clairement, moi aussi, j'attendais beaucoup plus de lui. Je m'étais dit, et je disais d'ailleurs, je n'ai pas envie de voir Dart avant la bye week parce que ça voudrait dire qu'on avait une mauvaise saison. Et puis en fait, ça a été catastrophique dès le début. Et c'était la panique totale dès que Dart était blessé et que Wilson devait rentrer sur le terrain. D'ailleurs, encore une fois, dans cette histoire de gestion d'équipe, pourquoi est-ce que tu continues à garder Wilson comme quarterback 2 alors que, en tant que head coach, tu es clairement paniqué de le voir sur le terrain? Ça n'a aucun sens. 100%. Je suis d'accord avec toi. C'est encore une fois une hérésie de gestion du vestiaire très bizarre. Très bizarre. Et on se rappelle Ouais, c'était Dabol. Et on rappelle cette anecdote de Dart qui se blesse au match aller, qui a une commotion au match aller contre les Eagles. On met Wilson sur le terrain.
Daboll est en panique, rentre dans la tente alors qu'il n'y a pas le droit pour dire alors qu'est-ce qui se passe et tout. Ou en fait, clairement, il dit mais putain, remettez-moi sur le terrain parce que j'ai l'autre manchot qui a le ballon. Enfin, voilà, c'est Il y a encore eu un des monstre. décisions de Daboll très très bizarres, vraiment très bizarres. Non. Sur beaucoup de Bah, postes. Hein. On se souvient exactement. des kickers. Et Ouais, non. il y Ouais, avait non, quoi d'autre sur énormément de postes. Mais en tout cas, pour Dart, moi qui étais l'un des gros, pas un détracteur, mais Dubitatif. j'étais très très dubitatif, sceptique était le mot que je cherchais quand on a fait un trade-up en disant non, mais en fait, on aurait pu attendre, à la limite, on avait Tyler Shaw, etc. Tyler Shaw Tu qui peux d'ailleurs. rappeler le trade-up, c'est ce que ça a impliqué comme pick d'ailleurs? Ouais, alors on a donné notre pick 34, 99 et notre pick de troisième tour 2026 aux Saints pour récupérer, non pas aux Saints, pardon, à je sais plus qui, pour récupérer le pick 25 où on a récupéré Jackson Dart. Ah oui, c'était qui Et d'ailleurs? C'est à qui qu'on a donné ça? Je me souviens plus non plus. Enfin, regardez, je me enfin, souviens plus. mais en tout cas, bah, j'ai dû ravaler mes mots très rapidement et j'en suis tout à fait heureux parce que on a un franchise QB avec Jackson Dart. Il a fait une saison exceptionnelle. Je suis vraiment très perturbé par le fait que Dart n'ait pas eu Offensive Rookie of the Year. Alors encore une fois, on va peut-être dire que je suis chauvin, mais euh, le receveur qu'il a eu, le receveur des Panthers qu'il a eu, ne fait que à peine milliard. Quand j'ai vu que c'était un receveur, je suis ouais, bon, ça se trouve, il a fait une bonne saison et tout. Je suis allé voir ses stats, milliard. Donc, c'est pas 1400, c'est pas 1500, c'est pas une saison à Justin Jefferson ou à la Odell Beckham Jr. Je suis allé regarder ses highlights qui sont des bonnes highlights, mais ça n'a rien de comparable Mm. à un Mike Nabers qui récupérait les ballons sur la tête des joueurs, etc. Enfin, Mm. bon, voilà. Mais c'est pas tellement ça qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est que Tyler Shaw a eu 5 votes pour Mm. Offensive Rookie of the Mm. Year, alors que Jackson Dart n'en a eu qu'une seule. Alors j'ai fait un Mais petit c'est très comparatif. bizarre, je suis d'accord. Ouais. J'ai fait un petit comparatif. Euh, En scrimmage yard, donc passing plus rush, Shaw, c'est 2570 yards, 13 TD, donc encore une fois, passe plus rush, 6 interceptions. Pour Dart, c'est 2759, 24 TD, 5 interceptions. La seule chose qu'on pourrait donner à Shaw par rapport à Dart, c'est que Shaw a fait ses stats avec 2 matchs de moins que Jackson Dart. Mais c'est tout. C'est tout. Je Ah, mais il vois fait pas en 6 quoi. interceptions, il fait plus d'interceptions avec 2 matchs de moins aussi. En tout cas, sur l'impact scoring, Dart, il est bien au-dessus. Il a mis beaucoup de yards, beaucoup de TD à la course parce qu'il est très fort à ça. 24 TD contre 13, c'est flagrant, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'était une super third down machine, Dart. Hein. J'ai quelques stats pour vous. Oui, oui. Il a en third down, il a 60 passes complétées sur 95, donc 63%, 5 TD de 2 interceptions. Et contre le blitz, aussi très très bon, 73 passes complétées sur 115, donc 63,5%, 817 yards, 8 TD, 3 interceptions. Et sur les passes longues, il est précis. Rappelez-vous, la galère qu'on a avec Daniel Jones, c'est qu'il était plus capable de lancer une passe longue. Alors qu'il était Ouais. bon au début de sa carrière, à la fin, chez nous, il savait plus lancer une passe longue. Et il n'y en avait aucune qui arrivait correctement. Là, Dart, enfin, vraiment, ça fait rêver. Ce qu'on a vu sur cette saison rookie, putain, ça donne envie d'y croire. C'est presque trop beau. On se dit, ouais, il va se passer un truc. Ça peut pas arriver aux Giants. Ça, c'est pas possible. Il va se passer un truc. Mais non. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que voilà, on est tous ultra enthousiastes de ce qu'on a vu. Et on l'a déjà dit, mais c'est à la fois sur le terrain ce qu'il a montré, au jeu de passe, sur le jeu de course, mais aussi en dehors, sur sa manière de leader, sur ce qu'il dit, sur les interviews. On a parlé, Thiago, la dernière fois, où il est toujours mesuré dans ce qu'il dit, mais des réponses toujours intelligentes. Enfin, il a vraiment le package du parfait quarterback, quoi. Et c'est bon, on espère que ça continue. Ouais. Ton avis, Eli, sur Dart, t'as pas eu l'occasion de t'exprimer sur ce joueur. Est-ce que tu étais à 2 doigts de t'acheter le maillot quand tu étais là-bas? J'étais à 2 doigts de l'acheter. Très clairement, c'était dur de ne pas repartir avec les 2 maillots. Enfin, bon, après, ça, c'est le compte en banque qui parle. Mais Dart, je suis totalement amoureux de ce mec. J'avais pas trop regardé sa saison universitaire. Je m'étais beaucoup renseigné au moment de la draft. J'avais trouvé son profil hyper intéressant, une sorte de mix entre un Lamar Jackson, Patrick Mahomes et Josh Allen. Donc, tu vois, les 3 quarterbacks, c'est pas n'importe qui. Et d'autant plus que maintenant, avec un vrai coach,
un mec qui va le faire progresser, une line qui est bonne, des receveurs qui vont être présents, qu'est-ce qui peut nous arriver? À part porter le maillot des Giants et c'est juste les réminiscences de nos années Giants qui nous disent que forcément rien ne peut se passer de la façon dont on espère. Je suis d'accord, t'as raison. Mais l'avenir ne peut être que radieux avec Dart au poste de QB et franchement, je m'en réjouis. J'ai qu'une hâte là, c'est que le Super Bowl, ça passe, on n'en parle plus et on enchaîne sur la saison 2026 et vas-y, tout le monde est présent et on enchaîne. Il y a juste un truc, ça on n'en a pas parlé, mais bon, vous en avez parlé pas mal déjà dans les podcasts, c'est que il l'a fait sur la fin de saison et je pense que Harbaugh va bien lui mettre la pression là-dessus, c'est juste protège-toi. Oui. Parce que t'es quarterback, tu veux un peu mettre... pour rester poli, mettre les kiwis sur la table pour montrer que c'est toi qui dirige l'équipe, qui rentre dedans et qui impose ton style et ton rythme. Mais mec, protège-toi, quoi. Arrête d'aller dans la tente à chaque contact parce que sinon, là, ta carrière, elle va pas durer longtemps. Ouais. Et ça nous ferait chier. Vraiment, en tout cas, choisis tes moments sur lesquels il faut être, oui. être un taré pour foncer dans le tac. Si vraiment il y a une 4e et tout ça, bien sûr, quand t'en voudras pas. Sur un jeu un peu moins important, voilà. Un des plus flagrants pour moi, c'est celui contre les Patriots où il se fait exploser par un mec. Alors, c'est pas un contact au final où il s'est pas fait mal. Le mec l'a poussé fort et loin, mais il s'est pas fait mal. Mais t'as pas besoin. T'es déjà en touche. Mets le pied en touche. Ça sert à rien de te prendre une cartouche pour un truc comme ça. Donc, bon, il va apprendre et je suis confiant avec Harbaugh et avec le coaching staff qui est en train de se monter. Ça devrait se passer correctement. Sinon, surtout que sur cette action... Ouais, non, bon. Alors, on fasse une Mahomes ou une Josh Allen, comme ça on récupère un flag et... mais en tout cas, sur cette action des Patriots, on en avait parlé sur le fait que c'était pas tellement l'aspect blessure là qui nous dérangeait, c'était plus l'aspect tu donnes des munitions à l'autre équipe parce que du coup, les Patriots étaient en mode ouais, vous avez vu, on lui a foutu un gros taquet, ça lui apprendra, etc. Et mais ça a donné du momentum aux Patriots sur cette rencontre. Mais en tout cas, pour parler du lien Harbaugh-Dart, apparemment, il s'est créé très très rapidement parce que l'un des éléments qui a convaincu Harbaugh de rejoindre les Giants, c'est ils avaient organisé une rencontre avec Jackson Dart qui s'est tellement bien passé qu'ils ont dû y couper court. C'est-à-dire qu'ils ont passé pratiquement 2 heures ensemble et au bout d'un moment, ça se passait tellement bien, ils parlaient et tout, etc. Ils ont dit bon Jackson, il faut que tu nous laisses parce que John Harbaugh, il faut qu'on lui fasse rencontrer d'autres personnes. Et quand tu entends un truc comme ça, alors peut-être qu'ils ont un peu grossi le trait pour les fans, mais ça fait extrêmement plaisir. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu avec John Harbaugh, c'est que John Harbaugh, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des quarterbacks avec des styles différents. Il a eu Joe Flacco, il a eu Lamar Jackson, qui n'ont rien à voir. C'est les opposés, hein, pour le coup. Il y en a un qui est immobile et l'autre, c'est un... Donc, on reparlera du coaching staff quand il sera plus finalisé, mais j'ai hâte de voir ce que Jackson Dart va donner sous la houlette Harbaugh. Et d'ailleurs, en parlant d'Harbaugh, Harbaugh avait aussi discuté avec Brian Daboll, et Brian Daboll avait dit beaucoup de bonnes choses sur les Giants. Et j'imagine que Brian Daboll, qui est la personne qui a vraiment poussé la décision de drafter Dart, a dû lui dire énormément de bien du rookie quarterback. Ouais. Brian Daboll, d'ailleurs, qui cette année va bosser avec Cam Ward, puisqu'il atterrit chez les Titans. Ouais. Donc, c'était un autre joueur qui refusé les Eagles. Ouais. Il y a plein de coachs qui ont refusé les Eagles, hein, a priori. Mais bon. Il y a des coachs qui quittent les Eagles. Vous avez vu le coach du touche-push, Stoutland, qui est parti. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi il est parti, mais on s'en doute un peu. Juste pour finir la conclusion, c'est que cette attaque a été bien meilleure que les années d'avant. Je vous rappelle qu'on était dans les bottom 30, les 2 dernières équipes après le 30 sur 32. Là, je vous donnerai juste 2 stats. Donc, en points marqués, on est 17e de la ligue. Et en yards gagnés, on est 13e de la ligue. Donc, on est dans la première moitié très largement. Et c'est sur les points marqués, et c'est plutôt cool, sur les yards, pardon. Et ça fait plaisir parce qu'on a vraiment eu une équipe qui a été frustrante par la défense, on en parlera au prochain podcast, mais qui a pu avancer
grâce à son jeu offensif et ça a été très agréable à suivre quand même cette année malgré les défaites. On a eu des matchs qui étaient beaux, qui étaient plaisants, contrairement aux années d'avant où très vite on était mené, puis très vite il se passait plus rien et très vite on se faisait chier. Et voilà, là ça n'a pas du tout été le cas et même quand on a perdu, on s'est amusé et ça a été au moins une belle saison et intéressante à suivre. C'est vrai. Voilà, on va s'arrêter là. Je te remercie, Ili, parce qu'on l'a même pas précisé, mais en fait, on n'a pas dit que c'est toi qui faisais les résumés des matchs au début. Après, si les gens lisent jusqu'au bout, normalement, il y a mon nom qui est marqué en dessous. Donc, ouais. On a oublié de le dire. Ouais. Les gens du Discord savent, on les salue d'ailleurs, hein, mais en effet, Ili nous fait nos bilans de match depuis quelques saisons maintenant, et ce qu'on aime bien, c'est parfois un peu tous ces comparatifs ou ces références qui sont faites à la culture pop avec le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. D'ailleurs, on a vu le casque Mandalorian ou Boba Fett, ou je sais pas ce que tu as derrière, mais voilà. Ouais. Il y en a deux. Ouais. Il y en a deux. Merci Ili, merci Thiergo. Je vais juste, avant que tu conclues, je vais faire un petit peu votre boulot à votre place parce que vous avez oublié, mais n'oubliez pas qu'il y a un Patreon si vous voulez pouvoir. On n'en parle pas tout le temps. Parce qu'on n'en parle pas tout le temps de ce Patreon, mais oui. Si vous voulez nous soutenir, il y a un Patreon et dans la description de la vidéo, il y a toutes les infos. Mais oui, tu as raison. Ouais. D'ailleurs, Eli, je te propose d'aller sortir ta CB et d'aller t'inscrire pour montrer comment il faut faire aux autres. Montrer l'exemple. Exactement, je vais faire de spa. Allez, merci à tous. On se retrouve pour le prochain podcast. On fera la même chose avec un bilan de la défense. À bientôt, ciao. Salut.